nous souhaitons dans ce panel nous interroger sur le devenir de la nation ou des nations dans des contextes où plusieurs membres de groupes armés s'affrontent ou coexistent. Donc nous accueillons pour cette analyse Monsieur Fabrice Balanche, qui est maître de conférences en géographie à l'université Lyon 2, également chercheur au Washington Institute for Near East Policy, qui a publié donc, en 2018 Sectarianism in Syria's Civil War au Washington Institute, et qui intervient aujourd'hui sur insurrection et contre-insurrection en Syrie de 2011 à 2020. Et nous remercions vivement Olivier Grosjean, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, de discuter ces communications. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Fabrice Balanche pour introduire et commencer donc cette discussion. Bien, merci très chaleureusement aux étudiants de master qui ont organisé ce colloque, parce que par les temps qui courent, c'est vraiment une prouesse de faire quelque chose en présentiel. Donc je vais vous parler d'insurrection et contre-insurrection en Syrie, plutôt avant l'intervention russe, c'est-à-dire avant 2015. Ce qui n'empêchera pas de discuter un petit peu sur ce qui s'est produit par la suite et puis où est-ce qu'on va aujourd'hui en conclusion. Alors le lien armée-nation, le souci c'est que la Syrie est-elle une nation, déjà. C'est pas vraiment un État-nation, c'est plutôt un État-territoire, puisque l'unité nationale, on l'a vu pendant cette guerre, a quand même été mise à mal et a révélé, je dirais, les failles les lignes de faille de la nation syrienne, entre guillemets, la nation arabe syrienne, il faut dire arabe syrienne en Syrie, avec les Kurdes, les oppositions communautaires, comme je l'ai exprimé justement dans cet ouvrage, le communautarisme dans la guerre civile syrienne en 2018. Ce qui m'intéressait à l'époque, 2011 jusqu'à 2015, c'était de comprendre justement quelle était la stratégie du régime syrien. Et c'était pas évident pour un chercheur en sciences humaines et sociales, parce que s'il était assez facile pour moi de comprendre les causes de la crise syrienne, je suis géographe, donc j'ai étudié la Syrie pendant des années, alors les causes économiques, les causes sociales, la fragmentation communautaire, tout ça, ça avait plus guère de secret pour moi. Et donc je comprenais bien le déclenchement de la guerre, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, quand on était dans la guerre, à partir de 2012, vraiment dans une militarisation de la révolte et du conflit, euh, pourquoi Assad s'amusait à balancer des barils de dynamite sur la tête des gens à Alep? Comment se fait-il que l'armée syrienne abandonnait tout le 80% du territoire? J'avais du mal à comprendre. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Tout simplement parce que les outils de sciences humaines et sociales qu'on utilise en temps de paix, dans des situations entre guillemets normales, elles ne fonctionnent plus en temps de guerre. Parce que c'est d'autres logiques qui prévalent, d'autres logiques d'acteurs, que ce soit les acteurs locaux, la population, et puis aussi les acteurs politiques. Pour Assad, pour son régime, c'était une stratégie de survie, et donc il fallait mettre tous les moyens dans la survie, dans cette stratégie de contre-insurrection. Et pour la population, très rapidement, ce qui a prévalu, c'est la recherche de la sécurité. Quand vous êtes dans un pays en guerre, que vous êtes père de famille, vous pensez d'abord à mettre en sécurité votre famille. Et donc tous les comportements qu'on a en temps normal, là, ils sont plus normaux. Donc il faut changer de registre. Et donc je me suis penché dans les écrits des militaires, justement. J'ai été voir ce qu'il y avait du côté des militaires pour arriver à comprendre ce qui se passait. Et là, je dois dire que l'armée m'avait confié un petit travail, justement, de faire un rapport sur la Syrie à l'automne 2012 pour savoir si le régime allait tomber ou pas. Ma conclusion était que non, il n'allait pas tomber parce qu'il était en train de mettre en place une stratégie de contre-insurrection qui se montrait très, très efficace par rapport à l'insurrection. Et évidemment, à l'époque, quand vous disiez ça, vous passiez pour être un pro-Assad. Alors, je tiens à le dire tout de suite, j'ai jamais été pro-Assad, mais j'ai toujours été réaliste. C'est-à-dire que c'est pas parce que je disais qu'Assad allait rester au pouvoir que j'étais pour lui. C'était complètement différent. C'était juste parce que mes analyses montraient qu'il allait rester en place, à moins d'une intervention militaire.
comme les Américains en ont fait une en Irak en 2003, où là, effectivement, on aurait eu un changement de dynamique. Mais tant qu'on allait rester dans une guerre de basse intensité, avec un soutien modéré à une opposition qui était extrêmement éclatée, eh bien, le temps allait jouer en faveur du régime. Alors, je ne reviendrai pas sur la position des affaires étrangères en France, qui a pris ses désirs pour des réalités de voir tomber le régime, ce qui d'ailleurs a conduit au maintien du régime, puisqu'on l'a complètement sous-estimé, on n'a pas compris ce qui se passait. Ce qui interroge quand même sur le processus de décision qui règne en France, également aux États-Unis, hein, puisque les affaires étrangères françaises sont très liées aux décisions qui sont prises à Washington. Mais ça interroge quand même sur le processus de décision, sur la collecte d'informations, comment ces informations sont traitées, et comment les ministres prennent leurs décisions par rapport à un conflit comme sur la Syrie. Parce que même si aujourd'hui vous avez une tentative avec tout un tas de bouquins, je pense au livre de Duclos par exemple sur la longue nuit syrienne, sont en train de réécrire l'histoire en expliquant que la France avait raison, etc., et que son analyse était bonne, je suis désolé, on a eu faux sur toute la ligne, il ne faut pas exagérer, quoi. On a vraiment misé sur les mauvais chevaux et utilisé les mauvaises techniques. Donc moi je suis géographe, géographe politique, géopolitique, et je m'appuie beaucoup sur un ouvrage qui s'intitule Pour une géographie du pouvoir de Claude Raffestin, ouvrage qui date de 1978, mais qui à mon avis n'a jamais été égalé, en tout cas en France, sur la géographie politique. Et pour moi, la grande phrase de Raffestin, qui a été le fil conducteur de ma thèse, hein, les Alaouites et le pouvoir en Syrie, c'est: le pouvoir ne se représente pas aisément, mais il est néanmoins déchiffrable. Il nous manque seulement de savoir le faire, sinon nous pourrions toujours le lire. Comment comprendre le fonctionnement du pouvoir? À moins d'en faire partie, dans des pays comme la Syrie, où c'est extrêmement opaque, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe à travers la production littéraire du pouvoir, c'est-à-dire la constitution, le juridique, etc. Le pouvoir ment, et donc les écrits qu'il va produire, ce ne sont que des mensonges. Donc il faut plutôt aller interroger le terrain, les réalisations concrètes du régime, du gouvernement, du pouvoir politique sur le terrain, pour connaître la nature réelle de ce pouvoir. Et ça, c'est ce que j'ai fait durant ma thèse, puisque, par exemple, je travaillais sur le découpage administratif, notamment à partir de l'arrivée du Parti Basse au pouvoir en 63. Et je m'étais rendu compte que dans la région de Latakia-Tartous, par exemple, tous les nouveaux chefs-lieux de canton qui avaient été créés, c'était tous des cantons où le chef-lieu de canton était un village alaouite, alors qu'ils étaient 70% de la population, et donc il n'y avait pas de création de canton sunnite, peut-être un canton chrétien, c'est tout. Par contre, à Damas, on me disait que la Syrie est un pays laïque, laïque. Alors, comment ça se fait, puisque vous êtes un pays laïque, que quand on voit le découpage administratif, les limites administratives vont séparer les communautés, alors que normalement, si vous êtes laïque, vous essayez de les mélanger. Et puis, comment ça se fait que systématiquement, là où il y a des alaouites, vous favorisez les villages alaouites en tant que chef-lieu de canton, de département, parce que ça veut dire création d'emplois, création de services, etc., qui vont directement profiter à la communauté qui est liée au pouvoir. Bon, donc ça veut dire en fait tout simplement que quand les politiciens disaient on est un régime laïque, bah, ils mentaient, hein, et que la réalité du pouvoir, elle était en fait on est hyper communautaire dans notre fonctionnement, hein, tout simplement. Hein. Et ça, c'est une approche par le terrain, c'est une approche par la géographie politique qui vous permet de le comprendre. Si vous avez une approche à travers, je dirais, la science politique classique, vous allez étudier, disserter sur la constitution syrienne, et puis vous allez passer complètement à côté de la réalité du pouvoir. Et donc, quand vous avez intégré ça en temps de paix, bah, après, il suffit d'appliquer ces méthodes en temps de guerre pour arriver à comprendre quelle est la véritable logique qu'il y a derrière le pouvoir. Surtout qu'en temps de guerre, c'est pire. Le pouvoir ne va pas, en temps de guerre, vous expliquer sa stratégie. Hein, et sa stratégie, là, elle va être encore plus secrète. Donc c'est ce qui m'a conduit à faire cette étude à l'époque pour le ministère de la Défense sur insurrection et contre-insurrection. Puis ensuite, j'ai poursuivi mes études sur la crise syrienne à travers ce prisme. Donc,
Il y avait quand vous regardez cette carte de la Syrie, ça c'est en avril 2013, à une époque où le régime était vraiment à son étiage. En violet, ce sont les territoires contrôlés par l'armée syrienne. Vous voyez que ça correspond à la région côtière. Damas, la moitié d'Alep, Homs c'est à moitié prise par les rebelles, Hama, le Djebel Druze au sud. Vous avez une zone bleue, une zone grise autour de Damas qui est une zone disputée entre les rebelles et l'armée syrienne. En vert, au nord, donc c'est la zone tenue à 100% par les rebelles. Et puis en orange, les trois taches oranges que vous avez au nord, ce sont les zones tenues par les YPG, par les Kurdes. Et quand on voit cette carte, effectivement, on se dit, oh là là, Assad, il contrôle. Et en blanc au milieu, j'ai oublié de dire, c'est le désert. J'avais pas attribué de couleur parce que le désert, bon, était quand même assez peu contrôlé. Bon, Palmyre était à l'époque entre les mains de l'armée syrienne. Et alors, dans les médias, on vous disait le régime ne contrôle plus que 20%, 30% du territoire. Oui, c'est vrai. Donc, en gros, ce qu'on vous disait, c'est que 70% lui échappent et par conséquent, il va bientôt tomber. Bah déjà, ces 20 ou 30% du territoire, ça a toujours représenté environ 60% de la population, parce que vous avez les grandes villes. Donc, j'avais fait un calcul par rapport à la population, et je m'étais rendu compte que non, c'était toujours la moitié de la population qui était sous son contrôle. Ensuite, il contrôle l'axe principal, l'Ataquié, Tartouse, Damas, la colonne vertébrale du pays, par où qui lui donne accès à la mer et donc accès aux ressources. Même s'il a perdu le pétrole qui est dans l'Est, eh bien, ses alliés, l'Iran, peuvent toujours lui envoyer du pétrole par la mer pour alimenter ses raffineries, ses industries. Il a, à l'époque, retrouvé plus ou moins le contrôle de la frontière libanaise, ce qui fait que Damas et la côte sont adossés à un territoire qui n'est plus ennemi. Et ça, ne plus avoir un ennemi dans le dos, c'est quand même assez pratique. Euh, donc, ça permettait de mieux comprendre sa stratégie, qui était de se retirer en fait des campagnes et des petites villes hostiles qu'il n'arrivait pas à maîtriser, et de concentrer ses troupes dans les grandes villes qui étaient les centres névralgiques évidemment du pays et qu'il fallait à tout prix protéger, et où la population lui était moins hostile. Moins hostile parce qu'on avait une concentration de fonctionnaires, parce qu'on avait aussi la bourgeoisie syrienne, des classes moyennes syriennes qui, même si elles n'étaient pas forcément derrière lui, elles n'étaient pas non plus forcément derrière la rébellion, parce qu'il y avait quand même un côté révolution sociale chez les rebelles qui déplaisait évidemment aux possédants. Et donc, c'était une stratégie de se replier sur des bases saines pour ensuite pouvoir repartir à l'assaut du territoire. Une fois que ça serait plus simple pour lui, on verra pourquoi. Donc, la première chose à faire quand on essaie de comprendre la stratégie de contre-insurrection du régime, c'est de faire vraiment un état des forces des uns et des autres. Donc, d'avoir évidemment une bonne connaissance de la géographie, de la démographie du pays. Donc, j'avais construit un système d'information géographique sur la Syrie où les 6000 localités étaient dûment recensées avec leur population et également avec leur appartenance communautaire, parce qu'on ne peut pas s'empêcher évidemment de croiser le paramètre communautaire quand on étudie la situation du pays. En résumé, voilà la situation communautaire. En jaune, les Alaouites sur la côte, mais aujourd'hui, enfin à l'époque, vous aviez quand même 1 million d'habitants, 1 million d'Alaouites à Damas qui permettaient de contrôler la capitale, les Druzes dans le Djebel Druze en orange, les Taches kurdes au nord en Ashuré et une grande partie du territoire en vert arabes sunnites, puisque les arabes sunnites représentent 65% de la population syrienne. Et ce régime s'appuie avant tout sur les minorités alaouites, druzes, chrétiennes, ismaéliennes, qui représentent 20% de la population, mais qui lui sont extrêmement fidèles, surtout les alaouites, parce que depuis l'époque d'Hafez el-Assad, il a entretenu un clientélisme avec elles, et il les a favorisées. Et notamment l'armée, les mukhabarat, les services de renseignement, sont noyautés par la communauté alaouite,
La moitié des officiers de l'armée syrienne sont des alaouites. Et autour d'eux, évidemment, vous avez des cadres sunnites, mais des cadres sunnites qui vont avoir en partage avec les alaouites un même style de vie. C'est-à-dire, c'est des sunnites qui sont séculiers et qui partagent leur style de vie des minorités et qui n'ont pas du tout envie d'être dominés par un nouveau régime qui tendrait vers plutôt des islamistes, alors modérés, radicaux, etc. Mais en tout cas, qui les mettrait vite au rencard. Donc il y a eu une solidarité du corps militaire derrière le régime. L'armée syrienne n'a jamais éclaté, comme l'armée libyenne. Elle ne s'est pas désolidarisée du pouvoir comme en Égypte ou en Tunisie, parce que vous aviez ce noyau d'officiers alaouites qui tenait fermement l'armée. Et puis ensuite, la communauté sunnite donc, était non pas toute contre le régime, mais divisée entre des séculiers, des islamistes, mais même parmi je dirais les croyants, on avait des tendances soufis qui étaient plus liées au régime et qui n'allaient pas pactiser avec les frères musulmans ou avec les salafistes. Et puis ensuite, dans les campagnes, dans beaucoup d'endroits, il ne faut pas oublier le facteur tribal. Vous aviez des tribus qui étaient, pareil, liées au régime, d'autres qui avaient été marginalisées et qui se sont retrouvées dans l'opposition. Ce qui fait que vous aviez une opposition syrienne qui était extrêmement divisée par tous ces courants, y compris du fait du courant social, parce qu'on ne peut pas s'empêcher non plus d'avoir une analyse en termes de classe par rapport à la révolte syrienne. On prend une ville comme Latakia, je vais plutôt prendre une ville comme Alep. Une ville comme Alep, elle a été très vite divisée en deux. Alep Est, la ville rebelle, Alep Ouest, la ville loyaliste. Alors, pour le coup, ce n'était pas tellement un problème communautaire à Alep. Bon, les chrétiens étaient du côté du régime, mais les chrétiens à Alep, c'est 10% de la population. Bon, le quartier du Midan, arménien, eux, ils ont évidemment penché du côté du régime. Mais la population est arabe sunnite des deux côtés, sauf au nord, où vous avez le quartier kurde de Cheikh Maksoud. Et qu'est-ce qui a fait que la ville s'est divisée en deux? Tout simplement qu'à l'est, en fait, vous avez la concentration de ce qu'on appelle les mukhallafat, c'est-à-dire des quartiers informels, des quartiers qui ont poussé très vite à partir des années 60-70 du fait de l'exode rural, des quartiers illégaux, avec des populations qui sont venues des campagnes environnantes et finalement qui n'ont jamais été véritablement intégrées dans la société citadine d'Alep. Parce que là aussi, quand on parle de communautarisme en Syrie, on pourrait parler du communautarisme urbain par rapport aux ruraux. Ou lorsqu'on est de Damas, lorsqu'on est d'Alep, mais depuis plusieurs générations, qu'on est Chami, qu'on est Halabi, c'est une identité. Et on a, je dirais, que mépris pour les ruraux qui viennent inrifier la ville, qui viennent ruraliser la ville. C'est un terme extrêmement péjoratif. Et évidemment, il faudrait revenir au droit à la ville, à Lefebvre, etc., pour comprendre aussi toutes ces dynamiques. Ce qui fait que les quartiers ouest d'Alep, les beaux quartiers, ils sont restés loyalistes, ils sont restés fidèles au régime. Et ce sont les quartiers est populaires qui se sont soulevés et qui ont accueilli les rebelles venus de la campagne. Donc le facteur de classe, il est aussi à intégrer dans cette guerre en Syrie pour comprendre les divisions. Donc, vous avez un régime qui s'appuie sur des minorités qui sont assez soudées les unes aux autres parce qu'elles ont peur des islamistes qui gangrènent l'insurrection. Et puis vous avez une insurrection qui se retrouve elle aussi très divisée, incapable de faire son unité, l'armée syrienne libre ayant toujours été finalement une fiction, un état-major soutenu à bout de bras de l'extérieur, mais qui n'avait pas de réelle chaîne de commandement sur le terrain. Et à partir de là, si les différents groupes rebelles, qui étaient en 2013 plus de 2000 quand même, ont été incapables de s'unir, donc de lancer des offensives communes, face à une armée
qui est resté uni, dont le corps des officiers a très peu été entamé, qui a des moyens militaires supérieurs, l'aviation, l'artillerie, etc., elle ne peut être que victorieuse, à condition que cette armée ait une véritable stratégie de contre-insurrection. Le premier dogme de la contre-insurrection, alors contre-insurrection version Damas, pas la version gagner les cœurs pour... non, non, ça c'est plutôt tordre le cou aux gens pour éviter qu'ils se révoltent, hein. C'est plutôt ça la contre-insurrection version Damas, mais qui s'est révélée extrêmement efficace. Donc la première chose, je dirais, c'est arriver à séparer les rebelles de la population civile. Et pour ça, eh bien, ça passe par une campagne de bombardement massif pour faire fuir les populations civiles, en prenant comme principe que ceux qui restent, ce sont des rebelles. D'où les bombardements sur notamment Alep-Est pendant 3 ans avant l'assaut final. Alep-Est, vous aviez 1 500 000 habitants. Après 3 ans de bombardement, il n'y avait plus qu'une centaine de milliers de civils à l'Est. Et puis là, ils ont donné l'assaut. Et cette stratégie de la terre brûlée, c'est ce qui a été mis en place dans toute la Syrie. En fait, la reconquête du territoire, elle s'est faite par l'expulsion des populations. Alors, il y a eu différentes variantes. On a à Damas, il y a eu le modèle d'Araya, où là, ça a été le bombardement massif pour faire fuir tout le monde et reprendre une ville détruite. Il y a eu le modèle Kotsaya, où là, on a négocié avec les populations locales en leur disant: est-ce que vous voulez qu'on fasse comme Daraya? Eh bien non. Donc les notables locaux, ils ont demandé aux rebelles de partir, parce qu'ils n'avaient pas envie de subir le même sort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le régime, il compte sur ce que je vous disais au départ. La population, elle pense à sa sécurité avant tout au bout de quelques années de guerre, et elle va abdiquer ses idéaux politiques. Et puis surtout, dans une guerre civile de ce type, on suit celui qui fait le plus peur. On ne suit pas celui qui a la plus juste cause. On suit celui qui fait le plus peur. Donc il faut faire plus peur que les rebelles si on veut l'emporter. Assad a très bien réussi. Ce qui est bien que dans cette petite ville de Kotsaya, au nord de Damas, les notables, sans aller voir les rebelles, leur ont dit de partir. Et si les rebelles avaient refusé de partir, à ce moment-là, je peux vous garantir que les gens de Kotsaya, ils auraient appelé l'armée syrienne pour leur indiquer dans quelle maison se trouvaient les rebelles, parce qu'ils n'avaient pas envie que leur ville soit détruite. Ça aussi, c'est une autre stratégie de cette contre-insurrection, c'est de se montrer implacable par rapport à toute résistance, de manière à ce que la population se retourne contre les rebelles. Les rebelles avaient promis à la population qu'elle les libérerait, qu'elle les protégerait. Les rebelles ne sont pas capables de le faire, parce qu'ils n'ont pas la supériorité militaire. Et bien dans ce cas-là, la population préfère leur demander de partir. Et s'ils s'accrochent, eh bien, ils vont se faire rejeter par la population. Et le principe de la contre-insurrection, il est là. C'est attendre que la population rejette les rebelles, les fasse partir. Alors là, s'ils partent et puis qu'ils vont s'installer dans un petit hameau tranquille à la périphérie du village, c'est très facile pour les éliminer. Les rebelles, ils sont forts quand ils sont protégés par la population, quand ils sont au milieu de la population. Mais là, Assad et les Russes ont vraiment utilisé un rouleau compresseur pour séparer les combattants des civils. C'est toujours ce qui se passe à Idlib dans le nord. Un autre principe qui a été mis en place et qui a pu introduire chez nous, chez beaucoup d'analystes, une vision tronquée de la situation, c'est de voir l'armée syrienne qui commençait à fondre. On est passé de 325 000 hommes à 200 000 hommes assez rapidement, avec des défections, même parmi les officiers. Et donc on s'est dit, ça y est, l'armée est en train de se dissoudre. Non, pas du tout. Au début la première étape de la contre-insurrection, c'est de laisser partir les gens qui ne sont pas fiables, qui sont lâches ou qui peuvent être des traîtres, qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous laissez partir, vous laissez partir, vous laissez partir. Parce que le jour où vous allez lancer une contre-offensive, eh ben là, il ne faut pas que vous ayez avec vous des bras cassés, parce que ou des traîtres, parce que votre offensive, elle va échouer. Il faut que vous ayez uniquement des gens qui soient sûrs derrière vous. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit. L'armée a réduit, mais c'était les gens les plus sûrs qu'il avait derrière lui. Bien. Donc, on me demande de conclure. Il fallait aussi, pour cette contre-insurrection, pouvoir avoir une idéologie de contre-insurrection. Se lever pour défendre un régime corrompu
Bon, c'était quand même pas très évident. Donc, l'idéologie de contre-insurrection, elle s'est faite contre l'idéologie islamiste, contre une opposition qu'on a présentée d'emblée comme Al-Nosra, c'est-à-dire comme Al-Qaïda. Alors certes, ils étaient déjà présents, mais au début, c'était quand même pas la majorité des combattants, loin s'en faut, mais le régime a vraiment insisté là-dessus. Et là, au nom de cette lutte contre les islamistes, mais aussi au nom d'une lutte contre le chaos qu'ils allaient apporter, il a réussi à mobiliser les gens. Il a réussi à mobiliser des civils qui voulaient défendre leur quartier, qui voulaient protéger leurs biens. Et ça a été la naissance de Difa al-Watani, la défense nationale, les paramilitaires, les milices locales, qui protégeaient les quartiers et qui laissaient ainsi l'armée, qui dégageait l'armée d'un pouvoir de police qui lui a permis d'aller à l'offensive et de reprendre petit à petit le territoire. Là, j'ai fait une carte qui montre la reprise du territoire à partir de 2014. C'est vraiment en 2017, après l'arrivée des Russes, que là, il s'est emparé de l'Est, etc. Mais il a commencé par renforcer sa colonne vertébrale pour ensuite pouvoir passer vers l'Est. Bon, la province d'Idleb, comme je l'avais expliqué dans pas mal de papiers, aujourd'hui, ça va bientôt se réduire à ce que j'ai appelé une nouvelle bande de Gaza, parce que le territoire a progressivement réduit sous les coups de l'offensive de l'armée syrienne. Mais tout de même, cette politique de contre-insurrection qui vise à séparer les rebelles des civils, à une répression massive, elle va porter ses fruits dans le sens où il va sauver son régime et reconquérir le territoire, l'essentiel du territoire, mais à un moment donné, on arrive à une limite. La limite, c'est que là, à Idlib, par exemple, vous avez dans cette zone 2 500 000 civils qui ne veulent pas retourner sous le contrôle du régime syrien. La Turquie a fait un mur pour les empêcher de passer en Turquie. Et là, si l'armée veut reprendre ce territoire, ça va être sanglant, ça va être un massacre. Et ça va être même difficile, parce que les gens, ils sont le dos au mur, donc ils n'ont plus rien à perdre. Et donc la limite de cette contre-insurrection, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces populations qui sont opposées, qui ne veulent pas se soumettre, qui n'ont aucune confiance dans la réconciliation que vous leur proposez, parce qu'ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, le régime va les faire disparaître. Donc il y a des endroits du territoire comme ça qui risquent de devenir de nouvelles bandes de Gaza. Donc je pense à la partie nord d'Idleb, également dans la région sud, à Daraa, où les populations avaient obtenu un statut d'autonomie en 2018 parce que la Russie était surtout très pressée de reprendre cette zone. Mais là, à un moment donné, maintenant que le régime veut revenir dans certaines villes, où il y a une concentration d'opposants, bah ça crée des clashs. Alors, à moins d'expulser encore 200, 300, 400 000 personnes du côté de la Jordanie, mais la Jordanie n'en veut pas, là, il y a un problème qui se pose. Et puis le problème qui se pose aussi, bah, c'est quid du nord-est syrien, des Kurdes, enfin ça c'est une autre problématique, où là aussi on n'a aucune confiance dans des accords de réconciliation, et on a des centaines, moins 3 millions de personnes qui n'ont pas envie de voir revenir l'armée syrienne, et qui ne peuvent pas aller ni en Turquie ni en Irak. Donc la limite de cette contre-insurrection extrêmement massive, basée sur la répression à tout azimut, c'est qu'on a on a expulsé 7 millions de personnes, et il en reste encore, je dirais, 6 millions expulsables, hein, sur une population de 24 millions, mais qui là, pour les expulser, ce n'est plus guère possible. Donc on risque d'avoir un pays qui reste fragmenté sur ce type. On ne sait pas jusqu'à quand, du fait en plus que les zones sont sous occupation étrangère aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs d'avoir pensé à moi pour discuter ces deux papiers. Alors, ces deux papiers, ils sont quand même assez compliqués à discuter, en fait, je vous avouerai. Alors, il y a peut-être des éléments qui peuvent permettre de les rapprocher, puisque dans les deux cas,
on pourrait être en face d'un parti-État, en fait, hein. Alors quelque chose qui est très ancien pour la Syrie, qui est plus récent, en fait, pour la Turquie, mais qui est en plus toujours dans une phase de mise en place. Mais on est dans des contextes quand même qui sont très très différents, puisque en Syrie, on est effectivement face à une guerre civile, une vraie guerre civile, avec voilà, des zones qui ne sont plus sous la souveraineté de l'État central. Et puis en Turquie, ce n'est pas du tout le cas. On peut avoir effectivement des oppositions, on peut avoir des zones et des régions qui ne considèrent pas l'État comme une institution légitime, mais on n'est pas du tout, hein, dans cette situation de guerre civile. Alors, sur les deux papiers et leur comparaison, je crois que je m'arrêterai là. On pourra peut-être y revenir ensuite. Mais donc, j'aurais plutôt tendance à poser une question peut-être à chaque intervenant. Alors, peut-être la première à Fabrice Balanche, puisque c'est lui qui avait commencé. Alors, j'avoue que votre intervention, elle est aussi assez difficile à discuter, puisqu'il y a peu d'éléments qui me permettent là de raccrocher tout ça justement à cette question du lien entre nation et armée. Vous l'avez dit dès le début, hein, vous dites, est-ce que la Syrie est une nation? Et vous parlez d'ailleurs d'État-territoire plus que d'État-nation. Du coup, en fait, vous proposez, j'ai l'impression, hein, d'autres manières de penser ces logiques au sein de cette guerre civile. Alors, la question, c'est celle de la légitimation du pouvoir. Alors là, ça se rapporte d'ailleurs à ce que disait Sümbül Kaya à la fin, hein, dans sa conclusion. Et vous avancez, en fait, l'idée que on serait dans des logiques qui seraient communautaires, notamment parce que vous dites, hein, vous avez insisté là-dessus, on se dit pays laïque, mais il y a des frontières administratives qui reprennent des frontières communautaires, et donc en fait les logiques sont essentiellement communautaires. Alors en même temps, vous nous avez montré la carte d'Alep, et vous dites, ah bah, Alep, c'est pas que c'est non, en fait la division Est-Ouest, c'est pas faite de manière communautaire, on était plutôt sur des logiques sociales, alors, alors pas forcément de classe sociale, mais ceux qui étaient arrivés là avant, ceux qui étaient effectivement plus populaires, et les autres qui étaient plus aisés. Du coup, ça m'a interrogé puisque moi, je travaille aussi un peu sur les zones kurdes. Et moi, je m'étais rendu compte, par exemple, que à Kamışlo, on a des populations assyriennes, on a des populations arabes, on a des populations kurdes. Et puis, on a le régime qui est toujours présent, notamment par l'intermédiaire d'institutions. Et puis, on a, par exemple, des Kurdes qui vont envoyer leurs enfants à l'école du régime. Pourquoi? Parce que les écoles qui sont mises en place par l'administration autonome ne peuvent pas délivrer de diplômes qui soient reconnus soit au niveau national, soit au niveau international. Et donc, on va plutôt chercher à continuer à envoyer ces enfants, parfois, hein, à l'école du régime, tout en étant plutôt favorable à des revendications kurdistes. C'est moi? Non? Du coup, c'est là que je vois que des logiques sociales continuent à exister, des logiques pragmatiques, des logiques et d'ailleurs, ça vient aussi montrer que on n'est pas que dans une logique de survie, en fait. On est aussi dans une logique de se dire, et même après l'intervention turque en octobre de l'année dernière, on était encore à se dire, en fait, mes enfants, je les mets où à l'école? Et donc, c'est pas que de la survie, c'est aussi un avenir, en fait. On se projette encore des fois dans l'avenir. Enfin, des fois, même relativement souvent, puisqu'on cherche toujours un petit peu à organiser l'avenir de ses enfants. Donc voilà, donc je me demandais, en fait, et ma question, ce serait plutôt ça, c'est, en fait, je nie pas du tout qu'il puisse y avoir des logiques communautaires, et puis j'en ai déjà vu. Je me demandais juste comment ça pouvait circuler à des logiques sociales, à des logiques politiques, ou davantage politiques. Est-ce que il y a des moments que vous pourriez situer où ces logiques communautaires apparaissent plus dures, en fait, plus saillantes que des logiques sociales, des logiques politiques. Voilà, et puis précisément, hein, comment justement vous articulez ces différentes logiques-là, et qu'est-ce que vous en pensez, en fait, voilà. Voilà, ce serait ma question, on va dire. Logique communautaire, logique sociale, logique territoriale, tout ça, c'est des différentes strates qui s'empilent, hein, et qui vont
par métamorphisme, hein, on va dire, créer un peuple syrien. Et pour continuer l'analogie avec la géographie physique, quand on a une orogénèse alpine, bah, toutes ces couches, elles se mettent à bouger, à se failler. Et là, alors l'orogénèse, ça serait la violence. Et là, on a une couche qui va prendre de l'importance par rapport aux autres. Il est clair qu'en temps de paix, en temps de relative prospérité économique, le communautarisme va se réduire au profit de logiques politiques et sociales. Et puis, en période de conflit, de guerre civile, ben là, c'est le communautaire qui va se mettre à prendre de l'importance, parce que la meilleure sécurité, c'est votre famille, c'est votre clan, donc c'est la communauté. Et, et c'est ce qu'on a vu apparaître en Syrie pendant ce conflit. Ça ne veut pas dire que les logiques communautaires étaient préexistantes, mais pas forcément, pas forcément aussi actives. Alors sur Qamishli, effectivement, c'est une ville qui est multicommunautaire. On a les quartiers est-ouest qui sont kurdes, on a l'Ouassat, quartier central, qui est chrétien, et puis au sud, on a les quartiers arabes tenus par les tribus. Et l'Ouassat, si on y met les pieds, sans visa syrien, on peut avoir des soucis avec la milice syriaque qui va vous ramener du côté du régime. Le clivage, la ville est divisée aussi sur ces logiques communautaires. Le quartier sud, où il y a les tribus, on peut pas y aller non plus. Les tribus arabes, on peut pas y aller non plus. Là, on voit qu'il y a une ville qui est vraiment fragmentée sur un point de vue communautaire. Après, il y a les logiques, effectivement, de survie pour les Kurdes qui mettent leurs enfants dans les écoles gouvernementales pour avoir un diplôme qui soit reconnu, parce qu'il n'y a pas d'université, enfin l'université du Kurdistan, de toute façon, du Rojava, elle n'est pas très bonne, donc les gens préfèrent mettre leurs enfants dans les universités syriennes, ils pensent à l'avenir. Et puis il y a aussi ceux qui refusent, parmi les Kurdes, qui refusent cet enfermement dans la langue kurde, et qui veulent toujours avoir ce pied dans le monde arabe. Tout le monde n'est pas forcément derrière une volonté d'avoir une région autonome kurde, surtout dirigée par le PYD, parce qu'il y a aussi les fragmentations politiques, hein, chez les Kurdes, qui est extrêmement importante. Ce que je veux dire, c'est que voilà, par rapport à la Turquie, où là on a quand même un sentiment national, en Syrie, c'est loin d'être le cas. Et on a un régime politique qui, avec Hafez el-Assad, a justement participé à cette fragmentation. En tant que minoritaire, s'appuyant sur une minorité dans le cadre de l'armée, des services de renseignement, etc., il n'avait pas intérêt à ce qu'il y ait en face de lui une véritable nation. Donc il a tout fait pour maintenir les divisions. Et aujourd'hui, ce conflit syrien qu'il faut replacer dans les oppositions géopolitiques régionales, c'est un peu comme le Liban, quoi. Je veux dire, les différentes communautés sont aussi tiraillées par les oppositions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc c'est tout ce conflit régional aujourd'hui qui se surimpose par rapport à la guerre en Syrie, et qui continue de fragmenter entre guillemets, le peuple syrien, c'est difficile de parler de nation, d'autant plus que avec l'affaiblissement de l'État central, les différentes communautés, alors quand je dis communauté, c'est vraiment au sens large, hein. C'est pas que communauté confessionnelle ou communauté ethnique, ça peut être aussi une tribu, ça peut être aussi à Alep la communauté des citadins d'origine par rapport à ceux qui sont arrivés, enfin des néo-ruraux, on va dire. Pour moi, communauté, c'est un réseau de solidarité avec, je dirais, un référent identitaire. Et le territoire peut être facteur d'identité. Ce qui fait que dans ce territoire, on peut avoir aussi du multicommunautaire au sens religieux, parce que c'est l'appartenance au territoire qui va primer sur autre chose. Et tout ça, il faut faire de la micro-géographie pour se rendre compte de ce qui
prime en tant que facteur identitaire. Donc, l'État central s'affaiblit ou disparaît, et les différentes communautés trouvent leurs ressources, militaires ou financières, dans une relation privilégiée avec l'extérieur. Et donc là, on a encore une fragmentation qui est accrue, parce que les intérêts des acteurs géopolitiques extérieurs, évidemment, c'est plus aujourd'hui se partager la Syrie, comme je l'ai montré sur la carte, que participer à sa réunification. Merci beaucoup. Du coup, je pose ma deuxième question à Sümbül Kaya. Alors, oui, alors ce que Sümbül Kaya n'a pas dit, puisque évidemment elle ne pouvait pas tout dire, c'est qu'il y a quand même effectivement en Turquie un lien historique très très fort entre l'armée et la nation turque, qui date de la fondation de la République turque, et puis effectivement qui a engendré un certain nombre de coups d'État, l'armée se déclarant régulièrement héritière de l'héritage kémaliste. Alors du coup, ça a été un petit peu compliqué pour l'AKP de s'imposer dans les années 2000, mais durant toutes les années 2000, l'armée a été éjectée du territoire, de l'espace politique en fait. Elle est rentrée dans ses casernes et en quelque sorte, on pourrait dire que le 15 juillet 2016, c'est un peu finalement l'échec de cette stratégie, puisque croyant avoir mis au pas l'armée, l'AKP se rend compte que vous avez à l'intérieur de cette armée des dissidents, des gens qui sont pas du tout rentrés dans le rang en quelque sorte. Du coup, alors moi j'ai trouvé très intéressant ce que Sümbül Kaya nous disait sur ces commémorations, c'est du 15 juillet, de cette résistance au coup d'État. Elle montre bien aussi qu'en fait, il y a une hétérogénéité des points de vue sur ces commémorations. En fait, en gros, quand on est partisan de l'AKP, eh bien, on a plutôt tendance à rentrer complètement dans ces commémorations. Et puis, si on n'est pas partisan de l'AKP, on a plutôt tendance à les considérer comme, à ne pas s'y retrouver, à ne pas s'y associer. Du coup, c'est là qu'on voit aussi comment ce parti-État, AKP et État turc, est en train de se créer. Alors, j'avais un certain nombre de questions qui me sont venues en tête en écoutant Sümbül. Je me suis demandé en fait si, voilà, donc elle montre bien, au départ, l'armée, c'est très critiqué, etc. Puis progressivement, elle dit que finalement, on va chercher à la réhabiliter cette armée. Et en fait, alors j'étais pas complètement convaincu. Je me suis demandé si on cherchait pas plutôt à gommer son rôle dans ce coup d'État-là, en pointant du doigt les gulenistes, mais en disant c'est pas l'armée finalement qui est responsable. Donc ça, c'est un peu une question. Je me demandais aussi si c'était bien, si les débuts à partir de 2016, à partir de 2017, ces commémorations, est-ce que c'était réellement anti-armée ou est-ce que c'était anti-ataturkisme en quelque sorte, dans une volonté finalement de critiquer à nouveau l'institution militaire comme héritière du kémalisme. Bon, voilà, une question un peu comme ça. Et oui, et ce que tu dis à la fin en disant que en fait ces procès, tu les vois un peu comme une volonté de réconciliation, mais j'ai été un peu étonné que tu utilises ce terme-là, alors que les exemples que tu as donnés et que j'ai lus aussi un petit peu dans ton papier montraient plutôt tendance à montrer que on était très très peu finalement dans une forme de réconciliation. On était plutôt dans quelque chose qui était encore très très vindicatif, très très violent, très très. Donc voilà, je me demandais en fait dans quelle mesure en fait toutes ces manifestations euh, s'inscrivait réellement dans ce lien armée-nation, c'est-à-dire, est-ce qu'en fait l'AKP n'avait pas remplacé la nation par juste le parti d'Erdogan, quoi. Voilà. Donc, en gros, tous ceux qui seraient favorables au parti et les autres, ceux qui n'y sont pas. Merci, merci à tous, merci à tous nos intervenants. Donc j'insiste, en fait, c'est un colloque dans lequel les enseignants-chercheurs n'ont rien fait, et bien sûr, ce sont les étudiants qui ont fait tout le travail. Bravo aux étudiantes, bravo aux étudiants de ce groupe, c'était pas gagné.
Et vous avez donc monté de A à Z avec l'appui de Julie Lemazier, hein, qui a été très très importante dans la définition de l'objet de ce colloque avec vous. Hein. Vous avez réussi à faire vivre, donc pendant ces quelques semaines, le projet Sorbonne War Studies. Hein. C'est dans le cadre de ce projet qu'a lieu ce colloque. Voilà, donc, avec ce genre de colloque, hein, nous essayons de montrer qu'il est possible de faire discuter les disciplines. Voilà, le but du jeu, à terme, étant de faire en sorte que les différentes composantes de Paris 1, de l'Université Paris 1, hein, qui travaillent déjà intensément sur la question militaire, sur l'armée, etc., qui font déjà beaucoup de choses, mais qui le font de façon très dispersée, auraient quand même un très grand intérêt à le faire en interaction et pas de façon isolée, hein, en faisant intervenir des camarades, des collègues qui donc interviennent dans d'autres établissements. Le but du jeu, c'est de ne pas rester coincé dans une forme d'insularité parisienne, hein, ce qui serait tout à fait malvenu et pas très adapté. Merci à tous nos intervenants. C'était un colloque très intéressant. Merci aux étudiantes et aux étudiants encore une fois. Bonne fin de journée.